La communication que vous allez écouter a été prononcée par Madame Sophie Ava, première vice-procureure de la République antiterroriste, chef du pôle Crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre, au parquet national antiterroriste, près le tribunal judiciaire de Paris. Il s'agit de la première communication de la table ronde intitulée Faire face aux facteurs de violence sexuelle liés au conflit, approche centrée sur les survivants en matière de justice, de réparation et de soutien. Cette table ronde a été organisée conjointement par Université Côte d'Azur, Bibliothèques sans frontières, le Bureau de la représentante spéciale des Nations Unies pour la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit et la ville de Paris. Elle s'est tenue à l'Hôtel de Ville de Paris le 27 novembre 2025. Bonjour à tous, merci aux co-organisateurs pour cette journée de séminaire. C'est un plaisir, un honneur pour moi d'être présente aujourd'hui. Je salue effectivement Madame la représentante spéciale engagée sur cette question des violences sexuelles qui constitue vraiment pour le parquet national antiterroriste cette question une priorité d'action et je vais revenir un peu sur la manière dont effectivement nous traitons d'une manière judiciaire ces différents crimes. Simplement pour vous dire que cette priorité d'action pour le parquet national antiterroriste, c'est une priorité d'action qui est en particulier traitée, vous l'avez dit, donc par le pôle crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre que j'ai le plaisir de diriger. Depuis sa création en 2019, le parquet national antiterroriste a effectivement avancé dans sa réflexion, dans son expertise sur cette question. Et cette avancée, je dirais, s'est véritablement faite avec notamment l'expérience acquise lors des derniers procès qui se sont tenus en France devant la Cour d'assises de Paris, notamment concernant le Rwanda, le Libéria ou encore la Syrie. Et une véritable réflexion a été engagée au sein de notre unité qu'on appelle dans notre jargon le pôle CCH et l'objectif étant véritablement d'améliorer la prise en compte des violences sexuelles et fondées sur le genre qui sont constitutifs de crimes internationaux. Et nous mettons en œuvre une véritable politique de poursuite en matière de crimes sexuels afin de pouvoir, et c'est véritablement notre objectif, aboutir à des procès, aboutir à des jugements, des procès qui se tiendront devant les juridictions françaises. Et dans cette démarche, qui est une démarche résolument proactive, nous participons à un certain nombre d'instances internationales et nous avons notamment pu participer aux travaux de l'équipe d'experts de Madame la représentante spéciale des Nations Unies. Et tout ceci se fait parce que notre objectif au plan national est toujours d'enrichir notre expertise en la matière afin de permettre, je le dis et je le répète, le jugement de ces crimes parce qu'on peut ouvrir des enquêtes, on peut investiguer pendant des années. L'objectif, c'est quand même d'arriver au jugement de ces crimes de nature sexuelle. Et nous le faisons en favorisant la participation de ces victimes à ces procédures judiciaires. Nous le faisons en les accompagnant au mieux avec un certain nombre de relais et nous le faisons en leur offrant, si besoin, des mesures de protection aux différents stades de la procédure pour garantir, je dirais, leur sécurité. Alors, peut-être à titre liminaire, quelques données chiffrées issues de notre activité, quelques données chiffrées qui illustrent ce phénomène d'ampleur qui a été rappelé par Madame la représentante spéciale, un phénomène d'ampleur sur ces crimes sexuels, mais aussi des données chiffrées qui illustrent bien entendu le chemin qui reste à parcourir dans la lutte contre l'impunité de ces crimes. Dans nos procédures, des violences sexuelles liées au conflit ont été dénoncées dans environ 25% des procédures qui sont suivies par le pôle crimes contre l'humanité, des procédures qui sont en cours ou des procédures qui ont fait l'objet d'un jugement devant une cour d'assises. Cela représente en réalité une quarantaine de procédures dans lesquelles des faits de violences sexuelles sont dénoncés. Et les victimes qui sont identifiées dans ces procédures sont dans l'immense majorité des femmes
mais aussi des fillettes, ce qui est conforme, je dirais, aux observations générales qui peuvent être faites. Mais nous avons aussi un certain nombre de procédures qui, elles, vont concerner des hommes, vont concerner également des garçons qui sont victimes de violences sexuelles dans des lieux de détention, notamment en Ukraine, en Syrie, dans d'autres pays, en Libye. Des hommes et des garçons qui sont aussi victimes de violences sexuelles dans des contextes de conflits armés ou de crise. Et selon le contexte, ces faits vont être pris en compte sous différentes qualifications juridiques. Parfois, de manière cumulative, nous allons retenir différentes qualifications. Et pour vous donner un ordre d'idée, les violences sexuelles sont qualifiées de génocide dans 6 procédures qui sont actuellement en cours. Elles sont appréhendées sous la qualification de crimes contre l'humanité dans une quinzaine de procédures, de crimes de guerre dans une dizaine de procédures, dans 9 procédures actuellement, ou bien de torture au sens de la Convention de New York dans 4 procédures. Donc ça, ce sont des chiffres qui vous donnent un peu des ordres d'idées de ce qui a pu émerger, de ce qui a pu être rendu visible jusqu'à présent. Ce que nous constatons également, c'est un autre point, nous enquêtons au sein de notre unité sur une trentaine de zones de conflits différentes et nous constatons que les crimes sexuels, les violences sexuelles sont concernés là aussi par une multitude de zones. Sans être exhaustive, bien entendu, on peut citer les faits commis au Libéria, en République démocratique du Congo, en Libye, au Mali, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Argentine, au Gabon, mais aussi en Ukraine et puis sur 2 zones qui sont les 2 zones, je dirais, d'ampleur pour le pôle en termes de nombre de dossiers et de manière assez massive, c'est la zone irako-syrienne et également le Rwanda qui constitue donc en termes de nombre de dossiers, ça représente encore aujourd'hui à peu près 80 procédures en cours, la moitié à peu près pour la zone irako-syrienne et l'autre moitié pour la zone Rwanda. Donc ce sont vraiment les 2 zones d'ampleur dans lesquelles ces violences sexuelles vont être dénoncées, sur lesquelles nous avons un certain nombre d'investigations en cours. Alors, je souhaiterais, en fonction du temps qui m'est imparti, au cours de mon intervention, aborder 2 aspects particuliers, en évoquant d'abord, dans un premier temps, les procédures les plus significatives, et puis en expliquant concrètement comment travaillent les juridictions françaises pour identifier, pour poursuivre et pour juger ces crimes. Alors tout d'abord, le PNAD suit un nombre croissant d'enquêtes ouvertes sous une double qualification terroriste et de crimes internationaux. Et donc, je voudrais d'abord parler des violences sexuelles qui sont liées au conflit en tant que crimes de génocide. Nous poursuivons donc un certain nombre d'enquêtes pour investiguer sur les crimes commis par les djihadistes français de l'État islamique en zone irako-syrienne au préjudice de la minorité yézidi. Et c'est actuellement une quinzaine de procédures qui sont à différents stades qui concernent cette problématique-là. Et je vais vous parler plus précisément de 2 des procédures qui traitent de l'asservissement sexuel des femmes yézidis qui vont aboutir très prochainement à des procès en France. Le premier procès dont je voulais vous parler, qui se tiendra à Paris en mars 2026, concerne un accusé français, Sabri Essid, qui était membre de l'État islamique, qui est présumé mort sur zone, en zone irako-syrienne, et à l'encontre duquel un mandat d'arrêt a été décerné par les juridictions françaises, ce qui permettra de le juger en son absence. Et il s'agira, et c'est un procès très important parce qu'il s'agira en France du premier procès pour les crimes commis par l'État islamique à l'encontre de la communauté yézidi. L'accusé est mis en accusation pour avoir, lorsqu'il était donc sur zone irako-syrienne entre 2014 et 2016, commis des viols qualifiés de génocide et de crimes contre l'humanité. Il est accusé d'avoir réduit en esclavage sexuel, d'avoir imposé des faits de stérilisation forcée, de violation de l'autonomie sexuelle et reproductive de victimes, en l'espèce en leur imposant notamment une contraception. Et ces faits sont poursuivis donc sous la qualification de crimes contre l'humanité à l'encontre de plusieurs femmes yézidis qui sont aujourd'hui rescapées.
Et ce procès, il faut bien l'avoir à l'esprit que c'est un procès qui est l'aboutissement d'investigations entreprises depuis de très nombreuses années, puisque notre parquet est engagé depuis 2016 dans l'identification des auteurs de ces crimes, notamment contre la minorité yézidi. Et donc, ce procès est véritablement l'aboutissement de ces investigations. Mais c'est avant tout un procès, je dirais, pour les victimes qui réclament, qui attendent cette justice depuis de nombreuses années et une justice qui est souvent perçue par ces victimes comme finalement le dernier rempart face à l'impunité de tels crimes de masse qui ont été commis contre cette minorité. Et c'est un procès, même si ce sera un procès par défaut, c'est un procès au cours duquel les victimes vont être appelées à parler, à venir témoigner de ce qu'elles ont subi. Et c'est un procès au cours duquel les violences sexuelles qui leur ont été infligées vont véritablement être au cours des débats. Nous allons faire venir des témoins experts, des psychologues, des juristes, des avocats, des représentants des LG qui sont spécialisés sur cette thématique, qui vont venir parler de ces faits de nature sexuelle, de l'impact psychologique subi par ces femmes, mais aussi par leurs enfants. Et j'ouvre là-dessus une petite parenthèse. Les enfants sont véritablement aussi au cœur de nos investigations parce que ces enfants qui sont témoins de la réduction en esclavage sexuel de leurs femmes, de leur mère, de leur tante, de leur sœur, de leur cousine, ces enfants subissent aussi un préjudice énorme qu'il faut prendre en considération et que l'on peut prendre en considération par l'utilisation d'un certain nombre de qualifications juridiques pour permettre de les reconnaître aussi comme victimes et ainsi favoriser la réparation de leur préjudice. Le deuxième procès dont je souhaitais parler, c'est un procès qui va suivre en mars 2027 devant la Cour d'assises spécialement composée de Paris. Il s'agira cette fois du premier procès en France sous une double qualification avec une déqualification terroriste et de crimes internationaux. Ce procès, il va concerner un couple d'auteurs français, membres de l'État islamique, qui est renvoyé devant la cour d'assises. L'homme est un djihadiste présumé mort sur zone, qui est notamment accusé en tant qu'auteur de génocide et de crimes contre l'humanité. Et l'épouse, qui est française, est actuellement donc en détention provisoire en France et elle est renvoyée, en plus des qualifications terroristes, pour génocide et crimes contre l'humanité en tant qu'auteur pour la réduction en esclavage d'une victime yézidi, mais aussi pour complicité de crimes contre l'humanité s'agissant des viols qui ont été imposés par son époux à cette même victime yézidi. Ce procès va donc mettre en présence, pour la première fois en France, une djihadiste vivante et une victime yézidi qui s'est constituée partie civile dans cette procédure et qui sera représentée par une avocate pour l'assister au cours de ce procès. Et ce procès, c'est aussi, bien sûr, l'illustration, et c'est une importance capitale à nos yeux, du rôle majeur qui a été tenu par des femmes de l'État islamique, notamment des femmes occidentales, dans l'asservissement domestique et sexuel de la minorité yézidi. Et c'est je dirais, un axe d'enquête très spécifique qui fait l'objet en réalité actuellement de plusieurs procédures visant des femmes de l'État islamique. Le deuxième point que je souhaitais aborder, je dirais, sur les procédures les plus significatives revient à vous parler des violences sexuelles liées au conflit en tant que crimes contre l'humanité. Madame la représentante spéciale a pu évoquer le procès en cours visant Roger Lumbala. Je vais vous parler juste avant d'un procès qui concernait donc Kunti Kamara, un ancien commandant au sein du groupe armé Ulimo, un ressortissant libérien qui a été définitivement condamné en appel par la Cour d'assises de Paris le 27 mars 2024, notamment pour des faits de viol et des sévices sexuels qui ont été perpétués par des soldats qui étaient placés sous son autorité de commandant, des faits qui ont été commis au cours de la première guerre civile au Libéria dans les années 1990 et en l'espèce courant 1994. Et ces faits ont été reconnus
par la cour d'assises pour la première fois par une juridiction comme étant constitutif de crimes contre l'humanité. Donc c'est véritablement une décision d'importance majeure pour les victimes libériennes parce que c'est le premier jugement au monde qui condamnait et qui reconnaissait la nature systématique des violences sexuelles commises pendant la première guerre civile libérienne au préjudice donc de ces victimes. Le second procès, j'en ai dit quelques mots dont je voulais vous parler, c'est effectivement le procès en cours concernant un accusé congolais, Roger Lumbala, un procès qui a débuté mi-novembre et qui se tiendra jusqu'au 19 décembre 2025 devant la cour d'assises de Paris. C'est un procès qui concerne l'ancien ministre et député congolais qui était donc commandant d'un groupe armé qui a sévi dans l'est de la République démocratique du Congo lors de la Seconde Guerre du Congo et en l'occurrence dans les années 2002-2003. Et dans cette procédure-là, dans cette information judiciaire, plusieurs témoins, plusieurs victimes ont dénoncé des faits de viol, notamment au préjudice de femmes qui avaient été enlevées, qui avaient été retenues de force pour servir d'épouses aux combattants. Et ces faits ont été qualifiés dans l'ordonnance de mise en accusation de viol constitutif de crimes contre l'humanité, mais aussi de réduction en esclavage sexuel constitutif de crimes contre l'humanité. Donc, ce sont ces faits qui sont actuellement jugés par la cour d'assises. Et nous savons que dans ce contexte, ces faits de violences sexuelles ont effectivement été commis de manière systématique et généralisée dans cette région. Et j'ouvre simplement une parenthèse là aussi sur ce dossier, c'est qu'il faut aussi souligner le travail remarquable d'ONG, d'associations qui sont parvenues dans cette procédure à identifier ces victimes dans le cadre de campagnes de recherche. Et c'est véritablement une illustration des liens étroits qui existent avec la société civile dans nos procédures, qui sont enrichis par le travail de collecte d'éléments probatoires, notamment des témoignages, en particulier lorsque les autorités judiciaires ne sont pas en mesure d'accéder à des théâtres de guerre pour des raisons notamment sécuritaires. Donc c'est vraiment un rôle majeur qui a pu être joué dans cette procédure. Et ce procès-là est aussi porteur, je dirais, d'un très fort enjeu, bien sûr répressif et mémoriel, parce que c'est un procès qui vise un haut responsable politico-militaire. Et c'est un procès qui se tient alors que aucun des co-auteurs n'a jamais été poursuivi pour ces crimes devant une juridiction pénale internationale ou nationale. Alors d'autres procédures qui portent sur ces faits de violence sexuelle sont actuellement en cours et sont en voie de clôture et devraient donner lieu à d'autres procès dans les prochaines années concernant ces faits de violence sexuelle liés au conflit. Si j'ai encore un peu de temps, je voulais, dans une seconde partie, et je l'ai dit au début de mes propos, revenir sur la manière dont on traite judiciairement ces procédures. Le pôle est résolument engagé dans une meilleure prise en compte sur le plan judiciaire des violences sexuelles qui sont constitutives de crimes internationaux. Et dans les procédures que nous traitons, ces violences sexuelles sont en effet pensées, elles sont conçues, elles sont organisées, encouragées et déclinées par tous les maillons des chaînes criminelles. Et selon les cas, bien sûr, elles le sont en tant que instrument d'une politique génocidaire, en tant que moyen de cibler une population civile dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique, ou elles le sont en tant qu'arme de guerre. Et ce travail, ce traitement judiciaire de ces crimes passe d'abord, en réalité, dans nos procédures, par un travail précis d'identification des crimes sexuels dans les procédures dont nous sommes saisis. Je m'explique. Il s'agit, dans un premier temps, de documenter les crimes sexuels en établissant précisément le contexte dans lequel ces crimes ont été commis. Il s'agit aussi, bien entendu, et là nous faisons appel à des témoins experts, d'auditionner un certain nombre de témoins experts
qui ont travaillé sur cette thématique de manière générale ou de manière très spécifique concernant une zone de conflit de nuit. Il s'agit aussi, bien entendu, et je laisserai ensuite ma collègue de l'OCLCH compléter, de perfectionner aussi un certain nombre de méthodes, d'outils de travail. Et nous travaillons à perfectionner nos techniques, notamment d'audition des témoins, des victimes, pour faire émerger cette réalité qui a été longtemps passée sous silence. Et ce travail-là, il a été particulièrement renforcé depuis quelques années, je l'ai dit, à la faveur des procès qui se sont tenus en France, notamment concernant le génocide des Tutsis du Rwanda de 1994. Il y a un point qui est très important, c'est que la documentation, je dirais, scientifique, les travaux du Tribunal pénal international pour le Rwanda ont démontré la commission généralisée des viols au préjudice de femmes Tutsis au cours du génocide. Et nous avons en miroir constaté que de tels faits n'étaient que très rarement dénoncés dans les procédures dont nous avons la charge. En réalité, ce qui s'est passé au cours de ces derniers procès, c'est que cette réalité des violences sexuelles a émergé d'une manière massive au cours des débats devant la cour d'assises qui fonctionne selon le principe de l'oralité des débats et où les victimes sont venues exprimer et révéler un certain nombre de sévices sexuels dont elles avaient été victimes. Donc, très concrètement, nous étions confrontés à des viols, à des histoires de réduction en esclavage sexuel qui étaient restées totalement invisibles pendant des années dans des procédures qui ont pourtant duré des années d'instruction. Et c'est véritablement la libération de la parole au moment des procès qui a fait émerger cette vérité judiciaire concernant ces viols, avec des victimes et des témoins qui se sont succédés à la barre pour évoquer la réalité de ce génocide. Et dans un de ces procès, cette réalité-là a conduit la cour d'assises à considérer dans sa décision que le viol massif de femmes, d'adolescentes, avait été l'un des instruments de ce génocide. Et donc, face à cette problématique d'une insuffisante prise en compte, ou en tout cas au cours des investigations, une insuffisante prise en compte de ces violences sexuelles, nous avons établi, en lien avec l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, qui est notre service d'enquête spécialisé, nous avons établi notamment une trame de questions types à destination des enquêteurs, afin que la question de la commission des violences sexuelles soit systématiquement abordée dans toutes les enquêtes, toutes zones confondues, quand bien même finalement ces faits ne seraient pas spontanément abordés, évoqués par les témoins et par les victimes qui sont auditionnées. Et donc nous avons parallèlement établi, je dirais, des documents annexes qui sont propres à chaque zone. Et par exemple, s'agissant du génocide des Tutsis du Rwanda, cette trame de questions, elle est accompagnée d'une annexe spécifique qui porte sur les violences sexuelles perpétrées pendant le génocide. Et cette annexe, elle revient par exemple sur le statut des femmes dans la société rwandaise en 1994. Elle revient sur les différentes formes de violences sexuelles établies judiciairement. Elle revient sur les obstacles à la libération de la parole des victimes et des témoins. Et elle recense aussi, je dirais, les formules, les périphrases identifiées dans la littérature qui sont utilisés par les témoins pour évoquer des faits de viol ou d'agression sexuelle, ceci pour toujours effectivement faciliter l'identification. Et de même, s'agissant de l'Ukraine et des violences sexuelles bien qui sont commises dans les lieux de détention, nous investiguons sur des faits qui sont susceptibles de concerner à la fois des hommes et des femmes, notamment des civils, des membres des forces armées, des membres de groupes armés. Et nous avons en particulier pu observer des exactions sur des prisonniers hommes qui sont directement inspirés du système de caste qui prévalait dans les systèmes pénitentiaires des anciens pays de l'Union soviétique et des violences sexuelles infligées à la caste de prisonniers considérés comme intouchables. Donc ça, c'est aussi une réalité à laquelle nous faisons face et véritablement, nous avons dans ces procédures très spécifiques une volonté d'améliorer et de permettre la libération de la parole aussi de ces hommes qui sont
qui ont été victimes de ces sévices sexuels, qui ont parfois été contraints d'infliger eux-mêmes des sévices sexuels à d'autres prisonniers. Et tout ceci peut bien sûr constituer un motif, je dirais, de vulnérabilité supplémentaire au regard de la honte ressentie, au regard aussi de la peur culturelle d'être perçu comme notamment homosexuel. Et donc, nous travaillons bien entendu pour améliorer, je dirais, les canevas d'audition. Voilà, dans ces procédures, on pourrait multiplier les exemples, mais je vais conclure mes propos simplement pour vous dire que face à toutes ces procédures, évidemment, nous essayons eh bien d'améliorer, d'avoir une expertise la plus précise possible. Et je pense véritablement que notre rôle en tant que autorité de poursuite, c'est véritablement de faire toute la lumière sur ces crimes sexuels qui occupent une place centrale dans les conflits, parce que rendre la justice aux victimes de violences sexuelles, c'est d'abord entendre leur voix, c'est reconnaître ce qu'elles ont subi et c'est aussi permettre d'établir une vérité judiciaire qui passe nécessairement par la justice, par ces procès. Et en dépit des défis inhérents à l'immensité de ces crimes, eh bien, la justice française avance avec détermination pour que les responsables de ces crimes soient poursuivis et jugés. Je vous en remercie.